Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour le 13h de ce mercredi. Le président Alassane Ouattara s'est rendu ce matin au Togo pour la commémoration des 45 ans de la Banque ouest-africaine de développement. La BOAD a été créée en 1973 avec pour mission de promouvoir le développement équilibré des 8 États membres de l'UEMOA. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, a mobilisé 3 000 milliards de francs CFA en volume d'investissement privé en 5 années. Des chiffres communiqués au cours de l'atelier d'élaboration et de validation du rapport économique et financier des entreprises agréées en 2014. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a publié ses premières conclusions sur l'observation de l'élection présidentielle à Madagascar. 5 candidats auraient commis des infractions en distribuant de l'argent à leurs partisans. Le clan Rajolina récuse ces informations. Bienvenue dans le 13h de ce 14 novembre. Il a quitté Abidjan ce mercredi pour Lomé, au Togo. Le président Alassane Ouattara y prend part ce matin à la cérémonie officielle de commémoration des 45 ans de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Créée le 14 novembre 1973, la BOAD a pour mission de promouvoir le développement équilibré des 8 États membres de l'UEMOA et de contribuer à la réalisation de l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Ce 45e anniversaire est célébré sous le thème de l'énergie solaire dans l'économie des pays de l'UEMOA. Ces 45 ans de la BOAD donnent l'occasion à l'institution financière de regarder dans le rétroviseur afin d'estimer les opérations effectuées depuis sa création. Les experts de l'UEMOA, des autres pays et des institutions de financement vont faire l'état des lieux, le bilan des interventions de la BOAD et proposer des stratégies pour le développement de l'énergie solaire dans la zone UEMOA. Adama Kone. Banque ouest-africaine de développement BOAD. Appartenance, les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Secteur d'opération, énergie, transport, finances, infrastructures, industrie. Siège Lomé au Togo. Âge 45 ans ce 14 novembre 2018. Tous les 5 ans pratiquement, une célébration est faite. Vous savez que la banque a été créée en 1973. Et tous les 5 ans, systématiquement, on marque le pas pour réfléchir soit à un nouveau départ, soit à un nouveau plan stratégique. Il faut dire que 2019, on arrive à la fin d'un plan stratégique qui avait démarré en 2015, donc c'est une période quinquennale, et c'est aussi l'occasion pour nous de marquer le pas et de voir quelles sont les perspectives d'avenir. La Banque ouest-africaine de développement, donc la BOAD, va effectivement fêter ses 45 ans le 14 novembre. Et dans ce cadre-là, le président de l'institution a souhaité que cette célébration soit marquée sur le signe de la réflexion. Cette année, nous avons décidé d'organiser un forum de réflexion qui va porter sur les énergies renouvelables et particulièrement sur l'énergie solaire. Au siège de l'institution dans la capitale togolaise, tout comme à l'hôtel 2 février, les préparatifs des 45 ans sont visibles. En fin 2017, la BOAD affichait au compteur 1100 projets financés à hauteur de 4 900 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire en a capté 877 milliards, soit 17,89% pour 153 opérations. Dans certains pays, certaines infrastructures phares ont pu bénéficier des financements de la BOAD. On peut citer ici et là l'échangeur qui se trouve sur le VGE, le 3e pont Henri Conan Bédié, le pont Philippe Yassé à Jacquesville, le Vitib à Grand Bassam, qui sont des projets phares qui ont été financés par la BOAD. Je pourrais finir aussi par la réhabilitation de la tour Postel en plein plateau, qui a pu bénéficier des financements de notre institution. À Lomé ce 14 novembre, près de 400 personnalités et experts, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, sont attendus. Le chef de l'État, en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, donnera alors les premières impulsions pour les années à venir. Le président Alassane Ouattara a été accueilli à son arrivée au Togo par son homologue Faure Gnassingbé et il regagnera Abidjan après la commémoration donc des 45 années de la BOAD cet après-midi.
5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État. Ces nouveaux ambassadeurs de l'Union européenne, de Suède, du Japon, de l'Inde et de l'Espagne entendent renforcer les relations de coopération qui existent déjà entre leurs différents pays et institutions et la Côte d'Ivoire. Awa Touré. Monsieur l'ambassadeur désigné du Royaume d'Espagne. Ricardo Lopez Arangar est le nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire. Il a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara. Pour lui, la Côte d'Ivoire et l'Espagne peuvent avancer à travers le renforcement de la présence des entreprises espagnoles en Côte d'Ivoire. Nous avons constaté que les relations économiques sont bonnes, mais qu'il y a beaucoup de potentiel et nous avons identifié des secteurs concrets dans lesquels nous pouvons travailler davantage. Le nouveau chef de la diplomatie indienne en Côte d'Ivoire, Selas Tangal, s'est dit heureux d'entamer sa nouvelle mission en Côte d'Ivoire avant d'indiquer qu'il entend explorer d'autres axes de développement de la coopération ivoiro-indienne. As well as media, because j'ai l'intention aussi de renforcer nos relations au niveau des médias, car les médias jouent un rôle très important pour la recherche de l'information vraie. Le haut représentant du Japon en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Hideaki Kuramitsu, a réaffirmé la volonté de son pays, le Japon, d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son processus de développement économique. J'ai invité Son Excellence, Monsieur le Président, au Japon. Comme vous savez bien, l'an prochain, il y aura le TICAD 7, ensuite la cérémonie d'intronisation de Son Altesse impériale, le prince héritier du Japon. L'ambassadeur de Suède en Côte d'Ivoire, avec résidence à Stockholm, Maria Leisner, après avoir présenté ses lettres de créance, a assuré le président de la République d'une présence régulière en Côte d'Ivoire. Elle va s'atteler à redynamiser la coopération entre la Suède et la Côte d'Ivoire et développer les échanges dans les secteurs de l'agriculture et du transport urbain durable. On a déjà une très bonne coopération dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la Côte d'Ivoire va avoir la présidence au mois de décembre et on va faire tout le possible pour donner notre soutien à votre présidence. L'Union européenne a un nouveau représentant en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Job von Kirchmann, chef de la délégation de l'Union européenne, inscrit son action dans le cadre de la mise en œuvre d'un partenariat qui crée des emplois pour la jeunesse et fait la promotion des investissements durables. Je viens de parler avec le président qui a souligné à quel point c'est important de faire quelque chose pour la formation professionnelle des jeunes pour qu'ils puissent prendre ces emplois qui créent une bonne croissance. Au terme de la cérémonie de présentation des lettres de créance, les ambassadeurs se sont prêtés au cérémonial protocolaire avec des honneurs militaires rendus par un détachement de 2 sections de la garde républicaine aux ordres du capitaine André Quadio, commandant de la compagnie Honneur, sous la supervision du colonel Yeo Brahima. La République tchèque sera désormais elle aussi représentée en Côte d'Ivoire. Elle vient d'ouvrir un consulat dans le pays et c'est l'Ivoirien Maury Diané qui a été fait consul honoraire. Pour le vice-ministre tchèque des Affaires étrangères, la Côte d'Ivoire devient un partenaire de plus en plus important pour son pays. L'ouverture officielle avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. La coupure de ce ruban symbolise l'ouverture à Abidjan du consulat honoraire de la République tchèque en Côte d'Ivoire. Selon Thomas Krail, vice-ministre tchèque des Affaires étrangères, le choix de la Côte d'Ivoire a 2 raisons. Le pays devient un partenaire de plus en plus important pour la République tchèque. Aussi, le nombre des ambassades tchèques en Afrique subsaharienne est limité. Maury Diané, investi consul honoraire, affiche ses ambitions. Selon lui, sa mission principale sera de promouvoir et de développer les relations commerciales entre les 2 pays. Au-delà de nos partenariats classiques et historiques, le paradigme est en train d'évoluer très nettement. Il s'agit à présent de donner un nouvel élan à nos relations.
en créant de véritables partenariats gagnants avec des pays dotés d'une expérience similaire à la nôtre. Cette nouvelle tendance est bien évidemment compréhensible. Nous voulons faire des affaires et interagir avec des gens en nous comprenant mutuellement. La République tchèque compte environ 10 500 000 habitants. Elle fait partie de l'Union européenne et est inclue dans l'espace Schengen. En Côte d'Ivoire, c'est environ une centaine de ressortissants tchèques qui sont installés dans le pays. Ils sont essentiellement dans le monde des affaires. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, a mobilisé 3 000 milliards de francs CFA en volume d'investissement privé en 5 années. Des chiffres communiqués au cours de l'atelier d'élaboration et de validation du rapport économique et financier des entreprises agréées en 2014. Cheikh Koné. De 2012 à 2017, les entreprises agréées par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, ont permis la mobilisation de 3 000 milliards de francs CFA d'investissement privé, ce qui a contribué à la création de 33 000 emplois sur la même période. En initiant la troisième phase du suivi-évaluation des entreprises agréées en 2014, le CPC veut mesurer leur impact en termes de croissance économique, de création d'emplois, mais surtout identifier les secteurs économiques porteurs issus des flux d'investissement. À cet atelier, on prépare toutes les structures de l'administration publique intervenant dans la mobilisation des investissements privés. Cet atelier est destiné à valider le travail de suivi-évaluation que nous avons fait des investissements agréés en 2014 pour nous permettre d'en dégager les leçons, d'en dégager la continuité d'activité de ces entreprises qui ont été agréées et puis surtout de faire la collecte des données qui nous permettent de nous assurer que les constances économiques et sociales restent toujours favorables et restent toujours résilientes. L'investissement privé tient une place de choix dans la stratégie de développement de la Côte d'Ivoire. Sur un coût global de 30 000 milliards de francs CFA pour le financement du Plan national de développement PND 2016-2020, il est attendu 62% de contribution du secteur privé. Quel est l'impact des réseaux intelligents dans les infrastructures, notamment les routes, les technologies de l'information, les réseaux d'eau potable ou encore l'électricité? C'est le sujet du dossier économie de ce journal et on s'intéresse à ces réseaux qui permettent une gestion efficace de l'information en temps réel. Ces réseaux intelligents qui améliorent le quotidien des populations. Francis Boifo. Alexa, turn on TV. Alexa, I want to listen to Shakira, please. Volume 10. Alexa, stop music. Quand les machines conversent avec l'homme, c'est de l'innovation technologique rendue possible grâce au réseau intelligent. L'entreprise d'Osman El Baba s'est installée sur ce créneau. Ce qu'on est en train de faire, c'est de donner un cerveau à cet espace. Et sur ce cerveau-là, on va connecter des objets, comme une prise électrique pour allumer, éteindre et savoir la consommation derrière, ouverture, fermeture de la porte, capteur de mouvement, contrôle de lumière. Tous ces objets, ils donnent les informations au cerveau. Après, on va donner au cerveau des règles. Si ça se passe, fais ça. Après, on va connecter le cerveau à l'Internet, de façon qu'il nous envoie des notifications sur nos téléphones et tablettes. Tous les experts en télécom s'accordent à dire que les réseaux rendus intelligents par des systèmes informatiques, capteurs, interfaces informatiques et électromécaniques sont des outils d'aide à la décision. Dans le cas de votre communication téléphonique, si je prends le cas de la capacité de traitement, ces informations qui quittent votre portable vont dans un serveur central qui doit traiter les informations très rapidement et très efficacement et vous donner la réponse en temps réel. Sinon, vous estimez que le service est trop lent. Les réseaux intelligents peuvent être utilisés dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. L'exemple de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, Sodeci. À partir de cet équipement-là, nos équipes peuvent détecter les fuites d'eau qu'on ne voit pas à l'œil nu. Les informations qui sont détectées sont directement transmises
par Internet, n'est-ce pas, à un poste central à partir desquels vous avez l'analyse est faite et les informations sont donc analysées et débouchent directement sur des opérations de, on peut dire, de réparation des fuites. Ici, derrière moi, vous avez un mini-réseau sur lequel vous avez des compteurs intelligents qui permettent de déterminer de manière automatique les consommations d'eau. Donc le consommateur ou le client peut avoir à la fois sa consommation d'eau, les fuites éventuelles. 30 000 compteurs intelligents sont ici installés bientôt pour porter le nombre à 50 000, annonce le directeur général. Dans le secteur de l'électricité, les réseaux intelligents contribuent à l'amélioration du quotidien des populations. Illustration avec l'éclairage public. Avec l'éclairage public, vous avez l'intérêt d'avoir des convertisseurs d'éclairage. Et dans ces convertisseurs, ils sont intelligents. On leur met différentes fonctionnalités de dimming, de régulation. Donc on peut les programmer à l'avance. On peut aussi les gérer à distance avec une puce GSM ou avec un réseau, des réseaux d'information type LoRa, Sigfox. Et on arrive à moduler l'éclairage en fonction des besoins du client et des besoins de la population parce que vous n'avez pas besoin les mêmes choses à 6 h du soir, 8 h du soir qu'à 3 h du matin. Et donc déjà vous modulez votre éclairage. Mais l'éclairage a un gros avantage en plus, c'est que il peut vous ramener toutes les informations de ce qui se passe dans la ville. La gestion par les nouvelles technologies permet une économie d'énergie. Les réseaux d'éclairage public. Lorsque déjà vous convertissez de l'éclairage traditionnel en éclairage LED, nouvelle technologie électronique, vous faites des économies de 50 à 60% sur l'électricité, immédiatement. Si ensuite le réseau est intelligent et qu'il est connecté, que les luminaires sont connectés, vous allez encore faire des gains d'énergie purs et durs de 15 à 20%. Paris estime que le basculement sur des réseaux intelligents lui fait économiser par année 25 millions d'euros. Soit plus de 16 milliards 398 millions de francs CFA d'économie l'année. En Europe, les réseaux intelligents sont utilisés dans le secteur des transports pour éduquer les usagers. Vous déployez sur la route des caméras sur les armoires. Ces caméras vont être capables de lire les plaques d'immatriculation, de détecter les gens qui font des erreurs ou des bêtises. Et puis grâce à ça, comme les gens savent qu'il y a une police virtuelle toujours en train de les regarder, eh bien, ils vont s'autodiscipliner, puisqu'après avoir pris 1, 2 ou 3 amendes de manière électronique, les gens vont changer de comportement. Ce système est en expérimentation en Côte d'Ivoire. L'intégration des systèmes qui rendent les routes de plus en plus intelligentes, en dehors de tout ce qui est signalisation intelligente, qui vous donne le trafic, qui vous demande de réduire votre vitesse, de sorte à éviter ou à rendre le trafic beaucoup plus fluide, cela existe déjà. Ce qui nous reste à intégrer et à prendre en compte, ce sont les facteurs qui permettront à notre outil de transport de communiquer lui-même avec la route. Intégrer des systèmes intelligents dans les infrastructures routières pour éviter les désagréments lors des travaux. C'est le souhait de ce chef d'entreprise. Le terme des réseaux intelligents a tout son sens. Parce que ça va permettre de prendre conscience à tous les acteurs de la route qu'il faut, en amont, identifier tous les réseaux, savoir où ces réseaux y passent, afin qu'il y ait moins d'accidents et que nous, routiers, on puisse travailler assez proprement et rapidement. Penser l'aménagement du territoire en intégrant les réseaux intelligents dans les routes, les technologies de l'information et de la communication, les secteurs de l'électricité, de l'eau potable et de l'assainissement. Le gouvernement multiplie les initiatives. Le déploiement sur l'ensemble du territoire national d'un réseau haut débit en fibre optique, la modernisation de la cartographie et de l'information géographique, la pose de feux tricolores par-ci par-là, la surveillance des réseaux haute tension par des drones, par la CIE. Seule préoccupation, le coût de l'installation de ces réseaux dits intelligents. Il pourrait être élevé les 3 premières années selon les experts en travaux publics. Les réseaux intelligents qui interviennent dans les infrastructures, dans le domaine de la modernisation de l'état civil également, il y a du changement. Un projet pilote est en cours dans la région de la Nawa. Il doit permettre de capter 98 à 100% des naissances et décès avec de nouveaux mécanismes de collecte de données dans les délais. Hervé Blé.
Ils sont partie prenante du nouveau processus de déclaration des naissances. Depuis le mois de février, les points de collecte communautaires PCC sont sur le terrain à Yabayo, village de la région de l'Anawa, l'une des 3 choisies pour abriter le projet pilote d'identification des naissances et décès dans les délais. Projet que conduit l'Office national d'identification ONI. Avec les points de collecte sanitaire PCS, la sage-femme ou l'infirmier qui accouchent dans un centre de santé et les agents des bureaux d'état civil BEC, ils sont engagés à maximiser les déclarations de naissance et décès. Avant c'était difficile, on partait en ville, là-bas aussi c'est difficile, tu vas partir souvent, tu ne trouves pas l'argent, puis tu te retournes. Mais maintenant on nous trouve à domicile. On trouve ça bien. À Yabayo, comme dans chaque village qui abrite le projet pilote, les points de collecte communautaire à PCC sont choisis par le chef du village. Cette visite du sous-préfet de Soubré au chef de village de Yabayo, l'occasion d'évoquer le projet. En ce qui concerne les décès, quand on prend le bureau d'état civil de Yabayo, l'année dernière nous étions à 0 déclaration, l'année d'avant 2016 également 0 déclaration, mais cette année nous avons 5 déclarations de décès. Pour les naissances, nous étions à 91 en 2016, 116 en 2017 et 224 en 2018, durant la même période de février à juillet. Il faut dire que le projet a permis de faire croître le taux de déclaration dans la sous-préfecture de Soubré. Gros village de la sous-préfecture de Soubré, Yabayo abrite environ 30 000 personnes. Avec lui, 560 autres localités dans les régions de l'Anawa, du Boclé et de San Pedro sont concernées par la phase d'expérimentation du projet conduit par l'ONU avec le soutien de l'UNICEF. Objectif rapprocher des populations l'état civil pour déclarer tout nouveau-né et décès dans les délais. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale apporte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 15 novembre 2018, Journée nationale de la paix, est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. On s'intéresse au domaine agricole où la chenille légionnaire d'automne menace la production des céréales dans le pays. Face à l'infestation de milliers d'hectares de maïs, le gouvernement ivoirien organise la riposte contre le dangereux ravageur. Planteurs, chercheurs, industriels et encadreurs se sont réunis afin d'apporter des réponses radicales à l'avancée des chenilles. Lansini Bakayoko. C'est un ennemi planétaire devenu aujourd'hui une vraie menace pour l'agriculture ivoirienne, notamment celle du maïs. Ce sont les chenilles légionnaires d'automne capables de provoquer des pertes de récoltes pouvant atteindre les 100%. Ces ravageurs issus de larves de papillons particulièrement nuisibles, apparus en Côte d'Ivoire en 2016, sont aussi capables de dévorer le riz, le mil, le sorgho, la canne à sucre, le coton ainsi que les fruits secs. D'où la nécessité de mettre en place au plus tôt des moyens efficaces pour y faire face. Nous avons au niveau du comité d'homologation des pesticides de Côte d'Ivoire homologué des produits qui permettent de lutter contre la chenille légionnaire d'automne. Et ces produits sont disponibles chez les revendeurs, chez les distributeurs à l'intérieur du pays. Mais l'insecte présente une grande résistance aux produits phytosanitaires et est à même de se propager à une vitesse vertigineuse. Pour échapper aux pesticides, en effet, les chenilles légionnaires descendent dans le sol pour se mettre à l'abri. Les chercheurs disent qu'avec la terre, elles se fabriquent un cocon protecteur qui leur permet d'avancer, comme dans des galeries souterraines. D'autres systèmes d'alerte précoce doivent donc être expérimentés. Au niveau des chercheurs, il y a des solutions qui sont en train d'être conduites, notamment la lutte agronomique, la lutte biologique aussi, qui vont être mis à la disposition des producteurs pour que cette lutte soit beaucoup plus efficace. En 2018, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a lancé un guide complet afin de lutter de manière intégrée contre le ravageur. Ce bouquin, basé sur l'apprentissage et conçu pour les champs-écoles des producteurs, est rempli de conseils pratiques.
30 écoles du district d'Abidjan vont être approvisionnées en bananes dessert tout au long de cette année scolaire 2018-2019. C'est un projet de l'Organisation des producteurs exportateurs de bananes, ananas, mangues et autres fruits de Côte d'Ivoire. Il est question de promouvoir la consommation régulière de la banane dessert dans toutes les écoles ivoiriennes. La banane dessert peut se consommer sous plusieurs formes, notamment beignets, cakes, chips ou encore en jus. L'artiste-chanteur Jos Kezo est engagé en faveur des malades de la polio. Lui-même victime de la polio et vivant avec un handicap, mène depuis plusieurs années le combat contre cette maladie. Il a fait don de matériel orthopédique et de kits scolaires aux handicapés de Songon. Isaïo. Depuis quelques années, l'artiste-chanteur Jos Kezo mène des actions pour lutter contre la polio, une maladie dont il est victime. Cette année, à travers son ONG Stop Polio International, il a fait don de matériel orthopédique aux handicapés de la commune de Songo-Mbrati. L'handicap n'est pas une fatalité. À tout moment, on a des personnes handicapées. On n'a pas besoin d'attendre qu'on nous invite véritablement pour qu'on soit là. On sait qu'il y a des parents handicapés qui n'arrivent plus à se déplacer, qui ne peuvent pas se déplacer. Et nous sommes venus avec du matériel orthopédique pour leur offrir, pour leur permettre une mobilité. Les bénéficiaires ont salué le geste du donateur. Je vis actuellement avec ma maman et j'ai arrêté les études à cause de ma maladie. Ça fait au moins 3 ans maintenant. Les béquilles, je les présente et je suis content et je suis très heureux de les avoir reçus. Outre ce don, l'artiste a également distribué des kits scolaires aux élèves de Songo-Mbrati. Il a mis à profit cette cérémonie pour exhorter les parents à vacciner leurs enfants contre la polio. La mutuelle des retraités de la police de Côte d'Ivoire rend hommage à la police nationale. Des hauts fonctionnaires de la police à la retraite ont été distingués au cours de la 4e édition de la journée des retraités de la police nationale. Au total, 53 personnalités ont reçu des distinctions. Le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, COSIM, a animé un point de presse au sujet de la célébration de la fête du Maolid 2018, une fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam. La communauté musulmane a été invitée à prier pour la stabilité de la paix en Côte d'Ivoire. Parka se reconnaît. Siège du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire à Trachiville. À l'intérieur, imams, prédicateurs, guides religieux, fidèles musulmans, membres et responsables du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Leur présence, l'annonce de la célébration de la fête du Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, informe la communauté nationale que le Maoulid en Côte d'Ivoire sera célébré, Inch'Allah, dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 novembre 2018. Les imams souhaitent bon Maoulid à toutes et à tous. Nuit spirituelle au cours de laquelle les guides religieux sont invités à mettre au cœur de leurs prêches et conférences les fondements et la bonne pratique de l'islam. Le sujet de cette année est relatif aux fondements que le messager de l'islam a enseigné et pratiqué pour la stabilité d'une société. Donc c'est un appel qui est lancé à toute la communauté afin qu'elle s'approprie les valeurs et les pratiques du prophète. Cette année, le Maoulid sera célébré le 12 Rabi Hawala, 3e mois du calendrier musulman. Occasion pour le COSIM d'inviter l'ensemble de la communauté musulmane à prier pour la stabilité, la paix et la cohésion, mais aussi pour le développement de la Côte d'Ivoire. À Madagascar, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a publié ses premières conclusions sur l'observation de l'élection présidentielle. 5 candidats auraient commis des infractions en distribuant de l'argent à leurs partisans, mais le clan Rajolina, pointé du doigt, a recusé ces informations par voie de presse et demande à l'Union européenne la publication d'un démenti. Rappelons pour terminer que le chef de l'État ivoirien a quitté Abidjan ce mercredi pour Lomé, la capitale du Togo. Le président Alassane Ouattara y prend part ce matin à la cérémonie officielle de commémoration des 45 années de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Le chef de l'État est arrivé sur place au Togo. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue Faure Gnassingbé.
Et c'est tout pour ce 13h. Retrouvez Marie-Laure Ngoran pour le journal de 20h sur RTI 1. Très bon mercredi à tous.